Et la une de ce journal consacrée au renversement au Gabon. Quelques heures après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo, le pays est secoué par un coup d'État. Nous reviendrons ensuite en Europe pour suivre les derniers événements à l'Est. Et puis nous terminerons par une sorte de boucle temporelle politique, le potentiel retour de Ségolène Royal. L'Afrique de l'Ouest en zone de turbulence. À peine le président gabonais réélu, des militaires ont annoncé prendre le pouvoir à la télévision. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Une victoire de courte durée, à peine l'annonce de la victoire d'Ali Bongo Ondimba, faite mercredi 30 août, que des militaires déclaraient prendre le pouvoir à la télévision gabonaise. Le président sortant s'apprêtait à démarrer son 3e mandat après avoir remporté l'élection avec près de 65% des voix. Des résultats contestés par les oppositions et donc aussi par les hommes en uniforme qui ont annoncé la dissolution de toutes les institutions de la République. Dénigrant, je cite, une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos, les militaires disent défendre la paix en abattant le régime. Parmi les putschistes, des militaires de l'armée régulière, mais aussi des policiers et des membres de la garde républicaine, dont le général Oligui Nguema, qui compterait parmi les personnalités les plus influentes du pays. Le climat de tension a précédé l'annonce des militaires puisque le président Bongo avait suspendu l'accès à Internet dans le pays et mis en place un couvre-feu dès samedi. La diffusion des médias français avait alors également été suspendue, une suspension qui aurait donc eu lieu avant le coup de force militaire. Des coups de feu auraient été entendus dans la capitale durant l'intervention télévisée des putschistes. Internet a finalement été rétabli après l'annonce du coup d'État. Une certaine confusion régnerait dans le pays alors qu'il est difficile de savoir qui, parmi les corps constitués, soutient le coup d'État ou non. Élu pour la première fois en 2009, Ali Bongo est le fils d'Omar Bongo qui fut président pendant 41 ans. La famille règne ainsi depuis plus d'un demi-siècle sur le pays. Le Gabon est riche en matières premières, notamment en pétrole, mais aussi en fer, en bois et en uranium. 50% de ses exportations concernent le pétrole, qui représente 40% de son PIB. Suivent les richesses minières et le manganèse, dont il est le 2e producteur mondial. Vient ensuite l'exploitation du bois. Le pays possède l'indice de développement humain le plus élevé d'Afrique subsaharienne, mais demeure profondément inégalitaire alors qu'il compte moins de 2,5 millions d'habitants. Dans la foulée du coup d'État, le groupe minier français Eramet a mis ses activités en sommeil. Le groupe Total est également présent au Gabon et surtout, la France est l'un des principaux partenaires économiques du pays. Paris est le premier fournisseur de Libreville, mais c'est Pékin qui est son premier acheteur avec 49% des produits vendus par le Gabon sur le marché mondial. Le coup d'État au Gabon suit celui qui a eu lieu au Niger il y a un mois, le 27 juillet. Un climat régional tendu, mais il convient de rappeler qu'ici la situation semble différer en matière d'influence. En effet, le président, évincé pour l'heure, s'était abstenu de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU et avait participé au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Le Figaro évoque, chiffre à l'appui, que l'Afrique n'avait pas été aussi instable depuis 30 ans, soulignant la recrudescence de coups d'État. Dans une recomposition des équilibres mondiaux, le sentiment de guerre froide avec l'affrontement de blocs se fait aussi ressentir en Afrique où les puissances jouent des coudes à la faveur des instabilités économiques et sociales. Reste qu'au Gabon, il est pour l'heure peu évident d'affirmer que le coup d'État ait été encouragé par une puissance étrangère. Des nouvelles du conflit ukrainien à présent, alors que les lignes de front ne montrent pas d'évolution majeure depuis des semaines, les cibles de part et d'autre laissent entrevoir une véritable lassitude. Le point tout de suite. Une situation enquistée et des initiatives sporadiques. Les combats en Ukraine oscillent entre abcès de fixation et coups de communication. À l'épreuve du feu depuis 18 mois, les forces ukrainiennes accusent le coup au gré des vagues de conscription. Les hommes paie le prix fort d'une guerre dont l'issue sera assurément macabre pour l'Ukraine. La Russie, consciente de la situation, joue sur l'attrition, comme en témoigne un clip vidéo réalisé pour inciter les hommes à se rendre aux soldats russes afin d'éviter la mort au front. Une guerre de l'image que les Ukrainiens tentent aussi de combattre avec les mêmes outils, comme les incursions isolées sur le territoire de Crimée afin d'y filmer quelques vidéos pour les diffuser sur les réseaux sociaux et rendre la reconquête de la péninsule possible dans les esprits. Un espoir également flatté par la reprise du village de Robotine, présenté exagérément comme clé sur la route vers la péninsule.
Un affrontement psychologique de part et d'autre qui laisse aussi sa part à des combats de terrain. Toutefois, malgré les diverses annonces de livraison en tout genre par Washington et Bruxelles, les positions russes apparaissent stables depuis qu'elles ont décidé de ne pas avancer plus loin. L'essentiel du territoire de l'Est de l'Ukraine est ainsi sous contrôle russe pour se rapprocher de l'appartenance proclamée par les référendums de septembre dernier pour les 4 oblasts de Donetsk, Lugansk, mais aussi Zaporijjia et Kherson. Au-delà des affrontements sur les positions du front, la capitale ukrainienne est régulièrement ciblée par des drones et des missiles russes. Ce mercredi matin, Kiev a communiqué sur, je cite, « la plus grosse offensive sur la ville depuis le printemps ». L'armée de l'air serait toutefois parvenue à intercepter une trentaine de missiles et une quinzaine de drones. Sans surprise, Kiev dénonce une attaque russe sur les civils et Moscou revendique avoir ciblé des infrastructures militaires et logistiques. Dans le même temps, la Russie a quant à elle été ciblée au nord sur l'aéroport de Pskov, une zone proche des frontières de l'Estonie et de la Lettonie, bien loin des frontières ukrainiennes, pour accréditer la thèse officielle de drones de Kiev qui auraient en prime dû survoler la Biélorussie, alliée de Moscou. Certaines sources évoquent ainsi un départ de drones depuis un pays tiers, organisé par les renseignements ukrainiens, en collaboration avec le Mi-6 britannique. Au moins 4 gros porteurs Ilyushin Il-76 ont été détruits à l'instar d'installations pétrolières. Une nouvelle démonstration du jeu dangereux de l'Occident et des pays baltes qui pousse la Russie à réagir pour dénoncer ensuite son action, le même mécanisme qui a mis le feu à l'Ukraine pour le plus grand malheur de sa population. Les européennes vont-elles consacrer le retour de Ségolène Royal? Alors que l'Union de la gauche a du plomb dans l'aile, l'ancien ministre veut jouer des coudes. Une idée bien loin de faire l'unanimité. Explication. La gauche va-t-elle emprunter la voie royale pour les élections européennes de 2024 ? Après plusieurs mois à choisir quelques plateaux de télévision pour distiller des déclarations bien pesées, Ségolène Royal avait préparé un autre coup pour la rentrée, se montrer à l'université d'été de la France Insoumise à Châteauneuf-sur-Isère pour annoncer en fanfare son intention de conduire une liste d'Union de la gauche pour les européennes. On va faire une liste. Voilà, je vais conduire une liste pour les élections européennes, une liste d'union. Une déclaration qui semble bien avoir mis la charrue avant les bœufs. Méthode bien connue des socialistes rompue à l'exercice de l'infatigable Ségolène Royal, qu'ils ont d'ailleurs surnommée Duracell. On est loin de l'image de femme providentielle. Pourtant, si les élections législatives de 2022 avaient su consacrer une NUPES soudée le temps de conquérir les urnes, les prochaines perspectives électorales s'annoncent plus éclatées. Et pour cause, la question européenne est loin de mettre tout le monde d'accord. D'un côté, une obsession rabique des Verts pour Bruxelles qui embrasse avec joie tous les délires vexatoires liés au climat. De l'autre, des critiques souvent acerbes de certains insoumis à l'égard des décisions édictées par la Commission européenne. Seule solution envisageable pour réactiver l'impression d'une union, trouver une personnalité capable non pas de faire l'unanimité chez les cadres, mais capable d'en imposer. Particulièrement madré, Jean-Luc Mélenchon a donc décidé d'appuyer la botte royale. C'est une aide formidable. Nous sommes, nous les insoumis, des unionistes, des unitaires, nous sommes partisans d'une liste commune puisque nous avons un programme partagé commun à propos de l'Europe qu'on a signé il y a à peine un an. Donc toutes les bases sont là pour le faire. Une réaction qui montre en creux que l'opération ressemble à un pas de deux entre les deux mammouths. Telle une réponse au retour de Nicolas Sarkozy sur la scène médiatique, la candidate malheureuse à la présidentielle de 2007 pourrait alors bien livrer bataille. À plus forte raison que la seule évocation de son nom a le mérite d'irriter le Parti socialiste, lequel n'a eu de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues, à commencer par François Hollande lorsqu'il était secrétaire du PS, en même temps que le père de ses enfants. C'est donc aussi une aventure revancharde qui s'ouvre aux yeux d'une Ségolène Royal toujours aussi volontaire pour prendre sa part dans la vie publique. À plus forte raison que ses sorties très critiques à l'égard du président de la République dans la séquence de la réforme des retraites a permis à l'ancienne patronne du Poitou-Charentes de s'attirer la sympathie d'une grande partie des Français. Son courage indéniable pour dénoncer la propagande de guerre des deux côtés dans le contexte de conflit en Ukraine, après l'affaire de la maternité de Mariupol, a également su plaire aux éprouvés par le politiquement correct médiatique. La maternité bombardée. On n'a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Est-ce qu'il propage des fake news, Zelensky ? Et je pense qu'il y a une propagande de guerre, c'est bien connu. Ça empêche les processus de paix et je pense qu'il y a suffisamment d'horreur dans la guerre, il y a eu suffisamment de victimes.
Une sortie qui aura fait polémique, mais sur laquelle Ségolène Royal ne reviendra pas réellement. La carte de visite d'ancien ministre de la Transition écologique ne devrait, quant à elle, pas suffire à faire taire les ambitions des Verts. Encore ivres de leur 3e place en 2019, les cadres d'E et LV devraient user des casseroles de Ségolène Royal en tant qu'ambassadrice des pôles fantômes pour éviter l'opération. Du côté du Parti socialiste, on n'apprécie guère l'idée de voir reparaître le chantre de désir d'avenir après avoir mis tant de temps à s'en débarrasser. Ségolène Royal, soutien de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022, séduit donc avant tout une partie des insoumis, lesquels pourraient avoir intérêt à renouveler la tête de liste de 2019 Manon Aubry par une aînée de 37 ans qui pourra sans doute facilement avoir sa peau. En effet, souvent ridiculisée, souvent maltraitée par la classe politique et médiatique, l'inébranlable Ségolène Royal fait montre d'une importante expérience du pouvoir et d'une tenue qui manque régulièrement aux insoumis. Reste à savoir si elle pourra conserver ce crédit après son office sur le plateau de Cyril Hanouna. Et nous partons à présent avec Renaud de Bourleuf pour faire le tour de l'actualité en bref. Quinquennat sur le recouloir cherche nouvel élan. Voilà comment résumer la rencontre d'Emmanuel Macron et des chefs de parti ce mercredi à l'école de la Légion d'honneur de Saint-Denis. Après avoir réuni autour de lui une petite douzaine de ministres, dont Elisabeth Borne, le président de la République voulait donc faire œuvre démocrate en feignant de se mêler aux dirigeants de la dite opposition. Au programme avant tout les référendums, cette fameuse pratique consistant à demander leur avis aux Français pour ensuite ne pas le suivre. Du côté de Jordan Bardella, du RN, on appuie toujours l'idée d'une question portant sur l'immigration. Une initiative soutenue par Éric Ciotti et jugée impossible par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Si les ministres présents au Raoult ont tous rejeté l'idée de solliciter les Français, la présidente de l'Assemblée nationale s'est dite quant à elle favorable à un référendum sur la question de la fin de vie, manipulée par les médias et les groupes de pression depuis bien longtemps. La mascarade présidentielle s'est tenue non loin de la nécropole des rois de France, qui ont tous dû se retourner dans leur tombe depuis longtemps. Macron poursuit également son travail de clochardisation des Français les plus fragiles. Les enfants à la rue ont atteint un nombre record. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'UNICEF a recensé près de 2000 enfants sans solution d'hébergement. C'est plus du double du chiffre relevé début 2022 et 56% de plus qu'au début de cette année. Le nombre de femmes seules avec au moins un enfant à la rue est aussi en cours d'explosion, avec une augmentation de 46% en un an. Parmi les raisons, la fermeture de nombreuses places d'hébergement d'urgence pour tenir les budgets. Un phénomène déjà connu l'an passé où le nombre d'enfants à la rue avait bondi. À noter que ces chiffres ne prennent pas en compte les fameux mineurs isolés, pas toujours mineurs et pas toujours isolés, qui bénéficient des mêmes programmes d'hébergement. De Bête Noire à Beauf, le garde des Sceaux et Éric Dupond-Moretti est mis en cause par les sociétés des journalistes de BFM TV et de TF1 pour des propos jugés sexistes. Il aurait en effet ironisé sur le fait qu'aucune des femmes qui l'interrogeaient ne s'était mise seins nus malgré la chaleur. Un commentaire lié à sa visite à Aurillac dans le Cantal, où le locataire de la place Vendôme se rendait après des dégradations commises en marge d'une manifestation de femmes dépoitraillées pour soutenir une certaine Marina, poursuivie pour exhibition sexuelle après être sortie dans la rue, la poitrine à découvert. Cette dernière s'était justifiée en invoquant la chaleur. Si Éric Dupond-Moretti a estimé que la polémique sur ses propos n'avait pas lieu d'être, on se demande toujours si le garde des Sceaux français n'avait pas mieux à faire que de s'intéresser au délire des féministes en déclin. Enquête pour violence policière sur fond d'émeutes urbaines à Marseille. Mardi, dans la cité phocéenne, un policier a été placé en garde à vue. Il est soupçonné de violence en réunion avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique, d'abus d'autorité et de menaces ou actes d'intimidation en vue de déterminer une victime à ne pas déposer plainte dans le cadre d'une intervention au moment des émeutes. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, un individu nommé Hotman est sorti d'un tabac venant d'être pillé et aurait été interpellé par des policiers. Selon son avocat, il aurait été frappé par plusieurs personnes, entraînant une perte de connaissance et 7 fractures au visage. C'est la 4e affaire de violence policière dans la 2e ville de France, dans le contexte des émeutes du début de l'été. Des affaires embarrassantes pour le régime Macron, dont la marge de manœuvre est de plus en plus réduite sur ces questions. L'heure de la taxe foncière a sonné et la facture est salée. Depuis ce mercredi, les propriétaires non mensualisés reçoivent leur avis d'imposition. Une nouvelle mauvaise surprise de la Macronie puisque l'augmentation moyenne sur le territoire s'élèvera à 7%. Dans certaines communes, des votes de la municipalité devraient également alourdir ces charges déjà gravées par l'inflation. Cette flambée apparaît surtout comme une compensation cachée de la suppression de la taxe d'habitation pour la résidence principale, en vigueur pour tous les ménages depuis le 1er janvier 2023. Sans grande surprise, la capitale, d'Anne Hidalgo, se classe en haut des villes où la taxe foncière explose. Tous les Parisiens devront assumer une augmentation de 59% de cet impôt, qui était jusqu'ici relativement contenu.
La ville de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, devrait aussi accuser une hausse de 35%, quand Grenoble pratiquera une hausse d'un quart par rapport à l'an passé, qui vise à financer un bouclier justice sociale et climatique. De nombreux propriétaires ont déjà décidé de saisir la justice, accompagnés par l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Joseph Touvenel jette un pavé dans le marécage. Invité sur CNews pour évoquer la situation d'insécurité à Nîmes, dans le Gard, le patron de la revue Capital Social réagissait au manque de volonté du gouvernement pour lutter contre le trafic de drogue. Faut pas non plus se cacher une chose, la drogue, et pas que le cannabis, chez nos élites. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'on a du mal à remonter les réseaux, parce que quand on remonte les réseaux, on tombe vers ceux qui nous dirigent intellectuellement. Une sortie courageuse qui a le mérite de ne pas faire dans la langue de bois. Morandini condamné. L'animateur de la chaîne CNews a écopé de 6 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans pour des faits de harcèlement sexuel datant de 8 ans. Il devrait également s'acquitter d'une somme totale de 13 000 € à Gabriel, la victime de 30 ans son cadet. Jean-Marc Morandini était poursuivi après des échanges électroniques avec un jeune homme, avec lequel il s'était notamment fait passer pour Catherine Leclerc, une directrice de casting imaginaire, pour une série intitulée Les Faucons. L'animateur de CNews avait profité de l'occasion pour réclamer aux postulants des vidéos nues et en érection. D'autres messages incitaient le jeune homme à se filmer en se masturbant ou à réclamer une fellation. Durant toutes les audiences, Jean-Marc Morandini a refusé de reconnaître le fond de l'affaire, évoquant une volonté de tester le jeune acteur. Et ce soir, vous pourrez avoir la tête dans les étoiles. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une super lune sera visible. Il s'agit d'une pleine lune ayant atteint son périgée, c'est-à-dire le moment où elle est le plus proche de la Terre. Elle nous apparaîtra donc plus grande et plus brillante que d'habitude. Ce spectacle sera d'autant plus exceptionnel qu'il s'agira d'une lune bleue, autrement dit une pleine lune supplémentaire, 2023 étant une année qui en compte 13 et non 12. La conjonction de ces deux phénomènes est très rare et ne se produit que tous les 10 à 20 ans. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, pour le Zoom du jour, Anna Novikova, présidente de l'association SOS Donbass, évoque le convoi humanitaire qu'elle a acheminé en camion depuis Pau jusqu'au Donbass lors d'un voyage d'1 mois. Dans les conversations en général, ils sont reconnaissants qu'enfin la Russie a venu à leur aide officiellement. Il y a certains habitants de Donbass, j'ai parlé avec un conducteur de taxi, il m'a dit il est un peu en colère parce que il dit pourquoi Poutine n'a pas intervenu avant. Ouais. Pourquoi il a attendu 8 ans? Pourquoi il a fallu entre attendre 2014 et 2022. Voilà, c'est 14 000 morts et donc il y a certaines personnes qui sont en colère. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition et le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. Demain, vous retrouvez Olivier Frère Jacques. En attendant, passez une bonne soirée et portez-vous bien. Bonsoir.